On peut commencer. Au moins dire bonjour aux gens qui sont déjà là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais admettre tout le monde et puis on est parti. Ça te va? Ouais, je suis éclaté par les pollens. J'espère que ça va. Que ça va pas trop s'entendre. Je ne vais pas devoir me moucher toutes les 2 secondes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, Donc, j'ai votre- nous voilà en présence de Fabien. On voit que ça arrive petit à petit. Léonie se connecte. Fabien a l'air d'être connecté. Salut Ostéo Nico. aussi. Et Nicolas Bertin. Je vais vous demander de couper vos micros ou alors si votre fond n'est pas très sonore, vous pouvez tout à fait le garder. On va pouvoir commencer dès maintenant et puis les personnes de toute façon qui vont arriver en cours de route pourront avoir le luxe d'écouter Fabien au fil de son intervention. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Gonzalez, je fais partie tout comme vous, je pense, du groupe Ostéo et Sport. Et donc j'ai proposé à Fabien qui anime, il y a Alice qui nous rejoint, qui anime le groupe et les interventions Zoom sur depuis quelques semaines maintenant, de faire cette expérience à son tour. Et donc voilà, on va pouvoir commencer par peut-être lui demander qui est-il et puis par quel chemin il est passé pour devenir le Fabien de ce 30 mai 2020. Tu veux pas attendre encore un tout petit peu, voir s'il n'y a pas du monde qui arrive parce que Comme il tu est quelle veux. heure? Fais gaffe. Là, il est 34, bientôt 35. Oh, si, oui, ça va. Après, comme il y a le replay, voilà. Bon, comme tu veux. Ouais, non, c'est bon. Ok. Nicolas, tu as ton micro qui est allumé, au cas où. Attends, je vais essayer de te l'enlever. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, parfait. Merci Nicolas. Super. Eh ben, écoute, Fabien, on t'écoute. Ouais. Ta question, c'était comment? Pardon? Ma question, Qu'est-ce qui, c'est qui es-tu qui est et peux-tu nous expliquer ce qui fait que tu es le Fabien d'aujourd'hui? Par quel D'accord. chemin es-tu passé? Donc moi, je suis ostéopathe exclusif. Euh, j'ai fait des études au Collège ostéopathique européen, donc maintenant ça s'appelle Olistea, à Cergy. Donc c'était 6 ans à l'époque. Et, euh, et puis depuis, je suis le Fabien d'aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé avant, hein. Je me forme constamment, tous les ans, je fais 2 à 3 formations par an, on va dire, depuis que je suis diplômé. J'ai même commencé dès ma première année d'études d'ostéo à apprendre des choses en parallèle de mes études, ce qui m'a pas toujours valu des très bons, des très bonnes relations avec les dirigeants des écoles, etc. Parce que j'ai fait ma première année à l'ESO, Suppostéo. Et donc, dès la première année, j'ai commencé à faire le HEO aussi en parallèle. Donc, c'est pour Espoir Handicap Enfance Ostéopathie. Je sais pas si les E sont dans le bon sens, mais voilà. Hmm. Et donc, du coup, j'ai rencontré très tôt plein d'autres ostéopathes et plein d'autres manières d'approcher les patients. Euh, et par rapport à l'enseignement qui était du coup assez strict, assez rigide, hein, et qui était tout à fait justifié parce qu'il faut un cadre rigide pour pouvoir avoir des bases en fait, c'était pas forcément évident. Donc du coup, à peine j'apprenais quelque chose, déjà c'était tout chamboulé par ce que je pouvais découvrir ailleurs. Hmm. Donc c'était pas forcément très malin de ma part, mais bon, c'est comme ça, un petit peu, je sais pas, un peu dans tous les sens. Et donc du coup, c'est plus tard que j'ai compris que bon, ok, c'est peut-être pas génial ce que j'apprends maintenant, genre le TOG, mais c'est juste une base pour apprendre plus différemment et voilà. Bon. Donc je suis pas pas quelqu'un de très rigoureux par rapport à tout ce cadre-là. Donc évidemment les directeurs d'école et tout, enfin tout ça c'était pas quelque chose toujours qui me plaisait. Je suis parti au bout d'un an de l'école supérieure d'ostéopathie pour rejoindre le COE. Et où là, notamment à l'époque, c'était un esprit beaucoup plus ouvert. Donc là, il n'y avait pas de problème pour que j'aille faire le HEO ailleurs, il n'y avait pas de problème pour que je rencontre d'autres ostéopathes, d'autres ostéopathies, etc. Et donc là, c'était vraiment très, très, très chouette. Une approche plus tissulaire, etc.
Donc, j'ai fait la suite de mon cursus là-bas. Et voilà. Mais j'ai continué encore à faire mes trucs en parallèle. Voilà, même s'il fallait que je revienne de temps en temps quand même au cadre scolaire, c'était comme ça, c'est mon chemin. Et du coup, il y a eu des rencontres plus ou moins importantes parmi tout ça, mais il y a eu des formations aussi qui m'ont pas apporté grand-chose, beaucoup qui se recoupaient, et ouais. Donc après, il y en a plein des formations. Je sais pas est-ce que tu veux qu'on parle de formation en particulier ou de. Pas spécialement, c'était, tu vois, là, tu nous parles de tes formations initiales et Mm. de différentes approches que tu as pu rencontrer au travers de ton parcours et savoir aujourd'hui qu'est-ce qui t'inspire dans ta pratique et qu'est-ce qui t'inspire dans tes centres d'intérêt et qu'est-ce qui a forgé tout ça, quoi. C'est ça, comment, au cours de tes rencontres, qu'est-ce qui a été important pour toi et marquant? Bah, il y a eu des tendances, des moments où j'étais plus dans une approche plutôt qu'une autre. C'est un peu comme en politique où il y a une époque quand tu es jeune, tu es communiste, après tu changes. Ouais. Bon, voilà. Et puis, du coup, il y a eu des approches. En ce moment, je suis pas mal orienté sur l'embryologie depuis ma formation avec Hopner, sur la biodynamique du développement, avec l'embryologie, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment retourné et révolutionné dans ma pratique. Mhm. Euh, Dans ma pratique de l'ostéopathie des sportifs aussi, hein, d'ailleurs. Sur les sportifs aussi, c'est comme pour tous les patients. Mais il y a un moment où j'ai été un petit peu médecine chinoise, et puis finalement, je suis revenu à l'ostéopathie. Là, je suis plus revenu sur l'ostéopathie vraiment avec un grand O, on va dire, où finalement, j'étais parti à droite à gauche, alors que déjà en ostéopathie, il y a tellement à faire que, ok, c'est super, il y a plein de trucs partout, mais avant ce que je dis tout le temps, c'est on n'est pas ostéopathe, on le devient. Et, euh, et donc, en gros, avant déjà de maîtriser l'ostéopathie, je pense qu'on peut pas, déjà, on pourra jamais maîtriser l'ostéopathie, mais il y a de quoi faire, quoi. Donc, Ouais. je suis revenu à ça pour l'instant. Alors après, je dis pas que je repartirai pas à un moment ou à un autre ailleurs, on verra, mais déjà en ostéo, il y a tellement, tellement à faire. Alors, C'est, pour toi, l'ostéopathie avec un grand O, c'est quoi justement? Qu'est-ce que ça incarne? bah, ça incarne. Ça incarne toutes les approches différentes, toutes les philosophies différentes qui sont, parce qu'il n'y a pas qu'une philosophie de l'ostéopathie, je pense pas. En plus, chaque ostéopathe va développer sa pratique avec ses techniques, certes, et ses affinités de technicité, mais aussi avec ses raisonnements, sa philosophie plus globale, de sa compréhension du corps, sa globalité, etc. Donc, il y a les grands principes de base, mais dans ces principes de base, il y en a qui vont plus être orientés dans un sens que dans un autre. L'ostéopathie, c'est beaucoup, c'est tout ça à la fois, quoi. C'est chaque l'ostéopathie avec un O, grand O, on va dire que c'est la somme de toutes les ostéopathies avec des petits O de chaque ostéopathe. Ouais, c'est chouette ce que Donc, tu dis. donc du coup, c'est monstrueux. Et ça veut dire qu'à chaque rencontre avec un ostéopathe, chaque échange que je peux faire, comme là, par exemple, avec ces interviews, à chaque fois, eh ben, même si on n'est pas forcément en affinité avec tout ce qui est dit, toutes les personnes, etc., eh ben, ça reste leur approche à eux de l'ostéopathie. Hmm. Et tout ça, ça fait l'ostéopathie avec un grand O. Alors, il y a des ostéopathies qui sont écrites en tout petit, il y en a qui sont extraordinaires, et puis voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. Donc, comprendre tout ça, voilà. Est-ce que c'était un peu en tâche de fond quand tu as créé le groupe, par exemple? C'était quoi est-ce que c'était une part de l'objectif du groupe ostéopathie et sport ou Alors, pourquoi ostéopathie et sport d'ailleurs? ouais. Le groupe ostéopathie du sport, quand je l'ai fait, j'avais fait avant le groupe ostéopathie, les ostéopathes voyageurs, avec Mathieu, avec un autre Mathieu Cusimberge. Et puis j'ai quitté le groupe les ostéo voyageurs. C'était le groupe qui était à l'origine de Mathieu. Et,
je l'avais développé, mais bon, voilà, j'ai laissé Mathieu gérer ça. Et moi, je me suis dit, un autre truc, moi, qui m'intéresse bien. Maintenant que le voyage, en plus, j'y suis plus trop parce que j'habitais en Polynésie, etc. J'ai pas mal vadrouillé. Et, c'est le sport aussi, un autre domaine qui m'intéresse bien avec la périnate. Donc, du coup, je vais créer un groupe là-dessus pour qu'on échange, pour que les gens puissent échanger, mais qui ne soit pas que pour les ostéopathies, mais centré sur l'ostéopathie quand même, et sur le sport. Et du coup, dessus, il y a des tas de gens qui ne sont pas du tout ostéopathes, hein. Ce que parfois certains intervenants ne réalisent pas bien d'ailleurs dans leurs commentaires, mais Ouais, c'est c'est intéressant loin que tu le d'être, soulignes, ouais, c'est important. ouais, c'est loin d'être uniquement de l'ostéopathie. Même si ça parle d'ostéopathie, il n'y a pas que des ostéopathes dessus. Et donc, c'est pour échanger sur ce lien qui est assez fort entre l'ostéopathie et le monde du sport, quoi. Ok. Comme entre les kinésithérapeutes et le monde du sport, comme entre les médecins et le sport. Voilà, la santé et le sport, c'est indissociable. Et aujourd'hui, alors dans ce sport, comment est-ce que toi tu te situes? Est-ce que tu as comment dire, une intervention auprès d'athlètes particuliers, auprès de fédérations? Est-ce que tu interviens ponctuellement? Est-ce que ça reste un centre d'intérêt particulier et qui est important pour toi? Ou comment tu vois ça? Comment tu pratiques aussi dans le sport? Ouais, il y a beaucoup de questions dans ta question. Quelle est aujourd'hui ta place en tant qu'ostéopathe dans le sport aujourd'hui? Auprès de qui tu interviens? Qu'est-ce que tu fais? Partage-moi un peu Euh, ça. J'interviens plus auprès de sportifs de haut niveau, mais qui ne sont pas professionnels. Mhm. Parce que dans le professionnel, j'en ai eu une expérience qui m'a un peu laissé sur ma faim à cause d'ego, on va dire, un peu aussi dans certains staffs. Ça m'a un peu saoulé. Du coup, je suis plutôt revenu auprès d'amateurs de haut niveau, on va dire. Ça peut être, je sais pas, parmi les meilleurs en tir à l'arc là. Donc il y a des champions de tir à l'arc, en ce moment, après il y a les skieurs forcément ici, hein. Ouais. J'interviens auprès de la fédération de ski. Euh, Le télémarque, c'est ça? Télémark, merci. Voilà. On coupe. Ok. Ouais, en Télémark, donc Télémark, c'est chouette. Après, j'ai eu une expérience en cyclisme aussi, en cyclisme ultra. Il y a beaucoup de trailers aussi dans ma région, donc ça, c'est un truc qui fait que aussi derrière, je suis parti sur la formation ostéopathie et trail qu'on va animer ensemble. Hmm. Donc, ici, c'est en Haute-Savoie, parce que je suis en Haute-Savoie, donc je précise quand même. C'est une zone géographique où il y a énormément de sportifs. Hmm. Énormément de sportifs. Est-ce que tu vois des approches différentes entre les athlètes? Comment est-ce que tu abordes tous ces… Est-ce que c'est un changement de casquette à chaque prise en charge? Est-ce que tu as un socle commun? Est-ce que… Pas spécialement par rapport à un sportif et un non sportif, tu veux dire? Ouais, ou par rapport à un tireur à l'arc et un skieur Ah, et un… bah oui. Ah oui, tout va Comment être. tu vois ça? Alors, le patient, par rapport à l'ostéopathie, un patient, c'est un patient. Donc, par exemple, pour ce qui est de l'ostéopathie du sport, un ostéopathe du sport, je ne suis pas un grand fan de ça. Pour moi, c'est un abus de langage. Alors, on l'utilise parce que c'est comme ça fait partie de la. C'est rentré dans les habitudes et tout, ostéopathie, et puis ça parle aux patients. Hmm. Mais un ostéopathe du sport, c'est pareil qu'un ostéopathe. C'est n'importe qui peut être ostéopathe du sport à ce moment-là, on va dire. À partir Hmm. du moment où n'importe qui peut prendre en charge un sportif, donc n'importe qui est ostéopathe du sport quelque part. Hmm. Voilà, bon, déjà là-dessus, ça reste de l'ostéopathie. Voilà, point barre. Maintenant, derrière, pour moi, chaque sportif est spécifique à son sport. Donc, en gros, à partir du moment où un patient va s'adapter à son environnement et donc, du coup, va se spécifier par rapport à son environnement et qui va développer éventuellement des symptômes, etc., dus à soit une difficulté d'adaptation, soit des changements qu'il n'arrive pas bien à suivre, et ben, le sport, lui, devient indispensable en termes de compréhension pour pouvoir mieux aborder le patient. Donc, du coup, quelqu'un qui tire à l'arc avec sa posture, avec sa lordose, avec sa position,
Tout ça, il faut le comprendre. Par exemple, en tir à l'arc, du coup, je suis allé les voir s'entraîner, j'ai filmé, il y a une réflexion derrière pour comprendre comment la personne elle se comporte, elle par rapport à son tir, par rapport à d'autres, comment eux se comportent aussi, parce que chacun a sa normalité, hein, c'est comme ça qu'il faut tirer, point barre. Donc du coup, il faut bien cerner la spécificité de chaque sport pour pouvoir derrière mieux comprendre. Alors oui, il est possible que ce soit normal en fait pour cette personne d'être en lordose exagérée parce qu'en fait dans son sport elle en a besoin et donc du coup elle est adaptée à son sport. Donc je ne vais pas me prendre la tête sur quelque chose qui pourrait paraître peut-être bizarre sur un patient qui fait du foot, alors qu'en fait en tir à l'arc c'est normal. Donc du coup chaque sport nécessite, et quand moi c'est ça qui est génial je trouve avec l'ostéopathie des sportifs, c'est que chaque sport nécessite une grosse réflexion, une compréhension du sport. C'est ça que j'ai peu trouvé aussi dans mes formations d'ostéo du sport et que c'est pour ça que du coup je suis parti pour former les ostéos à ce niveau-là. C'est que pour moi il n'y a pas assez de compréhension de chaque sport en termes de spécificité. Ouais. Comme le trail, nous, qu'on va aborder. Du coup, ça fait petit teaser. Le trail qu'on va aborder, quand tu fais du trail, c'est pas la même chose que quand tu fais du marathon, c'est pas la même chose que quand tu fais du sprint, c'est pas les mêmes efforts, t'as plein de choses qui sont spécifiques au trail. Et donc, du coup, il faut comprendre le trail pour pouvoir comprendre derrière le patient que tu vas avoir en trail. Léonie, voilà. Ouais, je pense on en reparlera peut-être à la fin. Ouais, on pourra en parler. C'était pas l'objet initial de. Mais ouais, c'est juste pour dire un exemple. En tir à l'arc, c'est pareil. C'est pareil pour tous les sports. Chaque sport apporte une spécificité, est un environnement spécifique au patient et donc, du coup, apporte des particularités qu'il faut prendre en compte dans sa prise en charge. Ok, donc techniquement, si j'entends bien, techniquement, pas beaucoup de différence, mais dans la compréhension des symptômes et du mode d'action et de l'environnement, etc., beaucoup de différences selon toi. Ouais. Par contre, après, derrière, sur la prise en charge ostéopathique, c'est pareil. Ouais. C'est le même genre. Donc, en gros, avec nos outils, avec notre approche, avec ce qu'on sait d'efficace, on est tous capables de prendre en charge un sportif. Ce qu'il faut, c'est comprendre le sport pour comprendre ses spécificités. Elle est toute là la particularité de la prise en charge du sportif pour moi. Est-ce que tu penses que pour le coup, c'est important de le pratiquer? Est-ce que c'est une plus-value? Ou est-ce que tu as d'autres outils lorsque tu ne le pratiques pas comment dire, pour analyser, pour comprendre? Ouais. Oui, parce que je pratique pas tous les sports Ou est-ce que tu as des conseils, tu vois, à donner à ceux qui écoutent, qui ne le pratiquent Ouais. pas et qui voudraient comprendre le Alors, truc, quoi? pratiquer, c'est un plus. Ça, c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que tu vas être avec moi pour la formation sur le trail, parce que moi, je pratique pas la course à pied, et donc du coup, j'ai cette compréhension, mais c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un quand même, je pense, qui comprend le sport aussi dans son corps. Du coup, les sportifs qui viennent, je sais pas, moi, j'en ai un qui vient, qui fait du water polo. Moi, je fais pas de water polo, je suis une enclume. Le gars, il arrive, je lui ai demandé du coup de m'expliquer son geste, ses gestuels, ses efforts, ce qu'il travaille. Après, je vais voir aussi sur son corps les forces et les faiblesses, les souplesses, etc., qui me permettent de comprendre aussi un petit peu. Mais je lui demande de me montrer sa gestuelle parce que c'est quelque chose qui est indispensable pour mieux l'appréhender derrière dans la séance. Et donc, du coup, il y a ça, tout simplement, de dire au patient, mais écoutez, ça, c'est un sport, je dois vous avouer, je ne connais pas bien, donc on va aussi réfléchir un peu ensemble. En plus, ça l'implique, il aime bien Ouais, ça. ouais. Et ça lui montre que tu veux comprendre son sport. Et ça, c'est hyper important aussi. Ça change beaucoup de choses. Et derrière, c'est pas juste pour lui faire plaisir, hein, c'est parce que il en a besoin en fait. Il faut comprendre pour pouvoir bien comprendre le sport, pour pouvoir mieux appréhender le sportif. Et du coup, je fais faire. Après, derrière, il y a d'autres moyens. Il y a la vidéo, par exemple. Comme je disais tout à l'heure pour le tir à l'arc, je suis allé sur son terrain d'entraînement pour la filmer sous différents angles, etc. Et pour voir un peu comment elle tirait, à quel moment elle avait des gènes,
etc., pour derrière mieux comprendre peut-être comment s'est installé son schéma lésionnel, à quel moment il y a eu dans son histoire de développement, d'entraînement, etc., et de gestuelle derrière, à quel moment il y a quelque chose qui bug. Ouais, c'est intéressant. Quelle l'histoire derrière, parce qu'après chaque expression symptomatique, c'est la résultante de toute une histoire qui s'est mise en place. Donc, il faut remonter le temps un peu pour trouver à quel moment il y a eu le schéma qui s'est mis en place qui, derrière, pose problème. Parce que la symptôme, c'est que la fin, quoi. On est à la toute fin du processus. Alors, c'est une question, c'est une question qui est intéressante chez les étudiants pour le coup. Est-ce que le symptôme est intéressant? Est-ce que tu t'en occupes? Ou est-ce que finalement, tu as une autre approche, quoi? Non, je m'occupe du symptôme parce que déjà, c'est une attente du patient. Donc même si c'est un peu psy, on va dire, et que c'est une attente pas forcément justifiée pour moi d'un point de vue prise en charge ostéo, mais que lui, il l'attend, eh ben, je vais aller voir la zone pour travailler en spécifique. Même si c'est qu'une expression qui est très, très distale, donc que ce soit géographiquement ou dans le temps. Mais je vais quand même aller voir parce que le patient, c'est aussi son attente. Ouais. Donc, d'un point de vue émotionnel, etc., il faut y aller. Donc je vais voir. Ouais, je vais voir. Il est même arrivé de faire un patient qui veut absolument que ça craque dans le dos et tout, alors que moi, je suis pas un grand structurel. Et ben, c'est m'est arrivé de faire semblant de faire craquer son dos. Et puis derrière, il faisait « Ah, ça va beaucoup mieux ». Okay. Donc, tu réponds quelque part aussi un petit peu aux attentes du patient. Bah oui. Après, derrière, ma priorité, c'est pas répondre à si, ma priorité, c'est répondre à son attente, mais par mon raisonnement ostéopathique, donc sur du long terme et sur l'efficacité. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Mais si l'efficacité, elle est apportée aussi par une approche qui est placebo, voilà. Parce C'est que OK, lui, quoi. ça fait partie du jeu. De toute façon, le placebo, on en fait tous. Hein. Ça fait partie de l'ostéopathie, comme de n'importe quelle approche de la santé. Mmh. Et comment ta prise en charge a changé au cours notamment dans le sport, du début au Fabien d'aujourd'hui? Ça a changé, déjà, comme je le disais, par toutes les formations que j'ai pu faire. L'approche, par exemple, embryologique avec Hopner, qui est basée sur les travaux de Blaise Schmitt, ça a changé beaucoup de choses dans ma recherche de l'installation du schéma, dans ma compréhension de l'installation des schémas par rapport au temps, au développement embryologique, mais même le développement derrière de toute la vie, quoi. Donc, cette recherche de remonter le temps, pour moi, ça, c'était indispensable. Et avant, je l'avais pas. Donc, c'est vraiment Hopner qui m'a amené ça. Après, derrière, chaque approche m'a apporté quelque chose. Les formations, c'est hyper important, quoi. Les formations, les rencontres, à chaque fois, ça fait évoluer la pratique. Est-ce que Donc, tu du en coup, as conseillé comment? est-ce que tu en as conseillé à ceux qui vont écouter, alors en particulier peut-être ciblé sport ou des choses, ou des formations qui font appel à des compétences qu'ensuite Ouais. on peut transposer dans le sport? Est-ce que Euh, des choses qui t'ont servi toi? Alors, moi, j'ai deux gros domaines, c'est la périnate et le sport. C'est un grand Ouais. écart. C'est les deux trucs que j'adore. Euh, en périnate, il y en a qui ont quand même influencé aussi même ma prise en charge globale, parce que voilà, c'est notamment Eric Simon et Danny Heinz, avec Ostéo Bébé. Après, derrière, les autres m'ont pas apporté grand-chose. J'en ai fait beaucoup en périnate. Hein. J'enseigne aussi auprès des sages-femmes. Après, derrière, en sport, j'ai fait le certificat à Montpellier. C'est pas un DU, celui-là. Le DU, je l'ai fait à Avignon, mais je l'ai pas trop aimé, le DU d'ostéopathie du sport. On en parlait avec Alexandre l'autre jour, la semaine dernière. Ouais. Voilà, bon, c'est très, très théorique. Hein, c'est des bases des DU d'ostéopathie du sport. Je ne sais pas si ça intéresse les gens, vous pouvez en faire, mais ça ne va pas révolutionner votre pratique. Hein.
Je pense que ça Ouais. intéresse les gens ou ça va en intéresser certains. À mon avis, on peut faire une parenthèse dessus. Qu'est-ce qui, selon toi, est abordé en DU d'ostéopathie du sport? En tout cas, pour celui que tu as fait. Euh, Celui que j'ai fait, tous les DU vont être assez similaires, hein, puisque c'est de l'universitaire, donc c'est logique. Il y a une base qui est commune, qui sont des connaissances euh, sur le fonctionnement des structures, des fédérations, etc., des trucs comme ça. Bon, il y a très peu d'ostéopathie en fait, déjà. Mm. Ça s'appelle DU d'ostéopathie du sport, mais dedans, tu vas quasiment rien faire en ostéopathie. Rien découvrir, rien apprendre en termes d'ostéopathie. Tu vas apprendre sur le sport, sur le monde du sport. Ouais. Donc ça peut apporter à ce moment-là, si tu as envie de vraiment d'en savoir plus là-dessus. Et sur la place de l'ostéopathie un peu dans les structures et tout, dans le sport, ouais, de l'ostéopathe plutôt. Mais voilà, c'est très général. C'est très général. Moi, je vais peut-être, il est possible que j'enseigne à un moment ou à un autre dans un DU d'ostéopathie du sport, hein, mais bon, du coup, voilà, je sais pas, on verra. Ouais, on te sait attaché au terme ostéopathie. Et pour toi, ça ne répond pas à des attentes de quelqu'un qui voudrait Ben développer oui, son ostéopathie, ouais. selon toi? Ouais, non, tu vas pas apprendre grand-chose sur l'ostéopathie avec un grand. Ce sera d'autres formations qui vont plus t'apprendre sur l'ostéopathie que le DU d'ostéopathie du sport. Mais c'est le problème des diplômes universitaires, hein, c'est que tu es obligé d'être dans un cadre euh, très limité, très strict. Donc, je pense que même quand tu enseignes dedans, tu te rends compte que bah, tu n'as pas trop de choix et c'est comme ça fait partie du jeu. Alors, Mm. c'est un diplôme universitaire, c'est comme ça. Bon, c'est pas. Mais ça reste intéressant, hein, bon, pourquoi pas. Hein. Mais disons que moi, j'ai préféré vraiment l'ostéopathie du sport, le diplôme d'ostéopathie du sport de Montpellier avec Éric Perrault, etc. Euh, où là, j'avais appris beaucoup. Donc ça, je l'avais fait assez tôt. Hein. J'ai dû le faire en 2008 ou 2009, un truc comme ça. Donc il a dû certainement pas mal évoluer. Mais comme on disait Ouais. avec Alexandre aussi l'autre jour, c'est une formation qui est assez complète parce que là, pour le coup, tu fais vraiment de l'ostéopathie. Tu as un enseignant, enfin, je sais pas si c'est encore le cas, hein, mais tu avais un enseignant qui faisait vraiment de la thérapie manuelle plus type rebouteux, un autre qui était un peu médecine chinoise, un autre avec des points d'acupression, etc. Un autre qui est très structurel, l'autre qui est très fonctionnel, tissulaire, biodynamique. Tu avais tout ça, et en même temps, c'était cohérent. Ouais. L'ensemble de l'enseignement était cohérent. Et ça, c'était, waouh, cool. Mm. Un beau montage, quoi. Et ça, du coup, c'était très, très bien. Et là, pour le coup, ouais, c'était vraiment de l'ostéopathie. Mais du coup, c'est pas un DU. Mais c'est mieux qu'un DU Est-ce que pour tu moi. pourrais donner l'intitulé, peut-être, pour ceux que ça intéresse, ou si ça existe toujours Bah oui, c'est ostéopathie du sport. C'est à Montpellier. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, tout court. Hein. Ok. Alors à Montpellier, il y en a d'autres. Hein. Il y a l'IFCO aussi qui fait des formations d'ostéo du sport et tout, mais je crois que c'est pas que c'est sur Montpellier et Font-Romeu. Euh, mais c'est pas la même chose. Mais j'avais fait aussi l'IFCO. Hein. C'est différent. Pour, La pour, formation apporte quelque chose, hein, ouais, quand même. oui, souvent, ouais, souvent, ouais. Pour revenir justement, tu parlais tout à l'heure que tu intervenais auprès des skieurs. Est-ce que c'est une intervention auprès de la fédération et quelle est ta place? Comment tu as investi les lieux, on va dire, et comment tu t'organises avec le staff, avec comment ça marche? Bah, j'ai investi les lieux. C'est très, comme on a vu souvent aussi dans les interviews, le réseau, c'est très réseau en fait tout ça. J'ai travaillé pendant longtemps. Là, je travaille toujours dans un cabinet de kiné, hein, avec des kinés, hein, où moi, je suis seul ostéo exclusif, et sinon il y a 4 kinés. Et l'une des kinés à une époque était donc du coup la championne du monde, l'une des meilleures ou vice-championne du monde en tout cas, mais l'une des meilleures skieuses en télémarque du monde. Et elle était kiné. Et elle est toujours kiné d'ailleurs. Elle est kiné et du coup c'est elle qui m'a intégré dans l'équipe, qui m'a fait venir et voilà pour l'aider. Je l'ai soigné elle et puis après j'ai soigné. Je lui ai dit bah si tu veux je viens sur un événement etc. Et comment se Et passe puis ça ton s'est intervention alors maintenant? complètement officieux. Mais après la fédération en elle-même de ski télémarque, elle est amatrice aussi déjà. C'est une fédération, mais bon voilà. Donc on n'est pas dans du professionnel, il n'y a pas des sous énormes. Là
C'était un peu les gens, ils donnaient un peu ce qu'ils voulaient. Moi, je le faisais aussi parce que ça m'intéressait. Après, ça dépend aussi par rapport à l'argent dans le monde de l'ostéopathie du sport. On peut en reparler, mais ça, c'est aussi très particulier, hein. Faut rien faire gratuitement, mais il faut pas s'attendre à gagner des millions. Oui, à changer le bateau. Ouais, ouais. Et puis, Ouais. il faut vraiment rester à sa place, quoi. Tu vois, là, il y avait un le préparateur physique de l'équipe de France de télémarque. Lui, c'était un bon qui faisait partie d'autres fédérations, etc. Et avec lui, on a échangé un petit peu. C'était hyper intéressant. Mais il faut vraiment bien rester à sa place sur chacun de nos professions. Moi, j'ai fait aussi un DU européen de préparateur physique. Euh, Ça aussi, ça m'a apporté pas mal, mais surtout en termes de communication. Je l'ai Mm. pas fait pour être préparateur physique, parce que je pourrais du coup me dire préparateur physique. Mais je l'ai pas fait parce que je suis ostéopathe. Point barre. Et je suis pas ostéopathe et double casquette, préparateur physique et tout. Je l'ai fait surtout pour communiquer et pour mieux communiquer avec les prépas physiques. Ah, c'est intéressant. Ok. La communication dans les stades, dans les équipes, avec les médecins, avec les kinés, elle est hyper importante et on n'a pas le même vocabulaire. Nous, les ostéos, pour ça, on est en galère un peu parce que Mm. si tu ne vas pas chercher le vocabulaire des autres professions, en plus les vocabulaires des sports aussi, faut pas oublier ça aussi, c'est une grosse spécificité. Chaque sport a son vocabulaire. Ouais. Donc le mec, il arrive, il te fait, j'ai fait un layout, marche, il fait, ok, puis il parle basket. Faut savoir que chaque aussi sport a son vocabulaire. Donc ça aussi, c'est un truc qui est très spécifique. Et quand tu connais le vocabulaire du sportif, du sport, ça aussi, ça aide pour la prise en charge. Psychologiquement, pour te rapprocher du patient et aussi pour comprendre la gestuelle. Enfin, ça, c'était un écart. On était en train de parler de quoi avant? Je t'avais dit que On j'avais parlait pas. de ta place dans la fédération ou la place auprès des athlètes et dans le staff. Comment est-ce que tu t'étais organisé? Quel était justement ton rôle? Ben, mon rôle, c'était un peu de la bricole, hein, parce que c'était avant, soit après les courses, en fonction de la demande, en fait. Je fais en fonction de la demande du sportif. Mm. En fonction de la demande du sportif, tout en respectant les hiérarchies des staffs médicaux. Voilà. Mm. Donc, si jamais il y a un truc à faire en kiné ou en médecine qui fait partie d'un protocole, tu n'arrives pas pour dire ah bah non, il m'a demandé une séance d'ostéo, donc il fait pas son protocole kiné. Tu te tires une grosse balle dans le pied et puis c'est ciao. Donc c'est très Et, hiérarchisé. Il y a il chacun sa place et faut accepter une certaine hiérarchie, tout à fait. Ouais. mm. Par rapport aux médecins aussi, les médecins du sport, etc. Quand tu as un médecin, quand tu fais une séance d'ostéo à un sportif et que tu te dis, il faudrait pas qu'il reprenne tout de suite quand même l'entraînement parce que je lui ai mis quand même une grosse séance là et ça demande un peu de temps pour qu'il récupère. Tu vas dire ça au médecin, le gars c'est un sportif de haut niveau, professionnel, etc. C'est de l'argent en fait, hein, c'est sportif de professionnel aussi. Hein. C'est un non. Donc tu dis bah là, ce serait bien qu'il s'entraîne pas parce que j'ai fait une grosse séance parce qu'il avait quand même un bon souci et il faudrait qu'il puisse un peu se reposer quoi. L'entraîneur, il peut très mal le prendre. Hein. Ouais. L'entraîneur, il peut te dire, attends, t'es gentil, bonhomme, c'est les 10 000 euros, que machin, un truc, quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'il va le dire, heureusement, mais il va pas bien le prendre que tu lui dises que son bonhomme, il peut pas s'entraîner, par exemple. Est-ce C'est que tu juste un penses que, est-ce que tu penses que ton avis il peut avoir plus de poids en fonction de l'expérience que tu as auprès du staff, en fonction de… Oui, avec le temps, il peut avoir plus de poids. Avec les relations que tu as dans le staff, il peut avoir plus de poids. Tout ça, c'est des choses qui se construisent. C'est des choses qui se construisent, mais ça tombe pas des nues parce que tu es ostéopathe il y a des choses que tu sais et tu es persuadé de certaines choses. Ben oui, mais c'est pas si simple que ça. Faut s'accorder avec tout le monde et la communication, c'est hyper important. Mm. Et pour toi, ton rôle, c'est quoi alors? On a parlé de protocole, on a parlé de médecin, donc de suivi, de bilan de santé des athlètes. Et en tant qu'ostéopathe, alors, selon toi, ton rôle aujourd'hui, c'est lequel auprès de ces skieurs, par exemple? Bon là, skier, j'ai pas été cette année, mais ça n'a pas compté. Pardon, c'est une question un peu ciblée, mais comment est-ce Non, que tu non, te vois t'intégrer tu vois, dans cette ouais. alchimie-là? Ben, c'est variable, hein. Ça va dépendre aussi un peu des sports. Ça va dépendre des équipes.
Ou qu'est-ce que l'ostéopathie peut leur apporter? C'est peut-être une manière indirecte de poser la question. Ah bah, ça peut apporter beaucoup à tout le monde. Euh, encore une fois, je pense que je vais revenir sur la communication. Parce que si tu communiques bien avec les autres équipes, les autres staffs médicaux, etc., tu vas pouvoir beaucoup mieux cerner à quel moment aussi tu vas pouvoir intervenir peut-être et dans quel domaine, etc. Par rapport à la complémentarité avec les kinés, par exemple, qui est énorme, vraiment, on a des discussions des fois avec les kinés sur comment prendre en charge tel patient, et où nous, on a des fois une vision un peu plus globale du corps. Euh, et c'est hyper intéressant, quoi. Derrière, tu peux, toi, dire, bon, moi, j'ai trouvé ça en ostéo. Peut-être que mettre un petit peu de respiration abdominale, par exemple, sur un exercice, ça pourrait être intéressant, c'est à tester. Dis-moi ce que tu en penses, comment ça se passe. Et puis après, on fait un feedback, etc. Donc, du coup, la communication va être essentielle. Là, pour savoir même à quel moment l'ostéo peut intervenir et dans quel cadre. Souvent, les kinés, en tout cas ceux qui ont l'habitude de travailler avec les ostéos, parce que là, les guéguerres qu'on entend, c'est minoritaire, hein, ces kinés-là. Les kinés qui on peut travailler et bien échanger, ils sont majoritaires. Hein. Faut pas hésiter à aller les voir et les rencontrer. D'ailleurs, je dis ça pour les jeunes, pour discuter, parce que c'est hyper enrichissant. Ils attendent que ça. Et tous les ostéos qui sont tout seuls dans leur coin à dire, moi, je fais mon truc, machin, et puis les autres, non, faut y aller, faut s'ouvrir. Et derrière, avec cette communication avec les kinés, tu te rends compte qu'il y a plein de choses à faire. Que eux, ils peuvent permettre de rééquilibrer musculairement un patient, là où toi, tu l'as libéré un peu plus biomécaniquement, par exemple, hein, je dis au hasard. Et c'est complémentaire. Ça va avec. Toi, tu libères. Derrière, il va rééquilibrer par un travail musculaire, etc. C'est c'est que bénéfique, cette communication. Donc, du coup, la place de l'ostéo, elle va être aussi par rapport à ça. Mais elle peut être très importante, hein. Elle peut être essentielle, hein, la place de l'ostéo. Est-ce que tu as des Hein. anecdotes où tu sens que ça a apporté beaucoup à un staff ou à un athlète ou tu vois Ah un cas un bah, peu concret ou un cas clinique ou quelque chose? bah après, oui, il y a des histoires où… Ah, c'est une Clairement, je anecdote, te ça. demande une histoire de chasse là. Une histoire de quoi? Une histoire de chasse, hein, une histoire personnelle. Ah ouais. Juste pour Euh, illustrer un peu tout ça. Un moment où tu sens que voilà, ton aide ou ton soutien, ton approche, ta bah, technicité, ton ça me fait regard. penser justement, tiens, à la capsulite rétractile, où on en parlait il y a pas longtemps sur un autre groupe là. Et, euh, et donc, bon, c'était une patiente qui était suivie pour une capsulite rétractile, donc c'est en post-traumato, pour le coup, c'était pas spécialement une sportive, mais bon, c'est pas grave. Ça peut arriver à des sportifs, tu as des opérations sur une épaule, par exemple. Là, en l'occurrence, c'était une épaule avec une capsulite rétractile et les kinés, ils galéraient dessus. Ils ont essayé plein de techniques différentes, ils galéraient. Et du coup, ils me disent, bah, essaie de voir toi ce que tu peux faire, etc. Donc, tu la prends aussi en charge. Ça reste galère pour tout le monde, les capsulites rétractiles, de toute façon. Hein. Et donc, du coup, je leur ai dit, ben, on va essayer de travailler autrement parce que du coup, les kinés avaient tendance à plutôt faire des étirements sur la capsulite. Ah, elle se rétracte, donc du coup, il faut l'étirer parce que sinon, c'est que de pire en pire et tout. Et je leur ai dit, non, on va faire l'inverse. On va aller dans la compression. Donc, vous allez travailler, on va tenter ça avec les kinés. Vous allez essayer de voir si en travaillant l'épaule, mais plus dans la compression, ça ne permet pas de soulager les douleurs derrière et d'avoir une décompression possible. Et on a fait ça comme ça, donc moi avec mon approche ostéo et eux en kiné avec leur exercice. Parce que je ne parle pas des kinés qui posent des électrodes par box et qui font autre chose. Hein. Ça, c'est naze, mais des kinés qui font Bip. vraiment travailler Ouais, les sports. je censure. Ah non, non, tu peux arrêter. Vas-y. Et donc, le kiné qui va vraiment s'impliquer comme ça avec le patient, eh ben, ça s'est super bien passé. Ils ont changé, ça a marché et on a pu résoudre cette histoire de capsulite beaucoup plus rapidement qu'autrement, quoi. Parce que le chemin, donc là, c'était le raisonnement ostéo, c'était de, comme j'expliquais l'autre jour, c'était de, bah, eh ben, ok, aller en compression, ça peut paraître bizarre en ostéo et tout, parce qu'on a plutôt tendance à vouloir ouvrir.
Et ben là, en fait, c'était le chemin, quoi. Le chemin, c'était d'aller en compression pour trouver pour trouver la route qui permettra derrière de s'ouvrir, quoi. Hmm. Et la castolite rétractile, là, en l'occurrence, c'était un peu ça. Chez elle, Ok. hein, ça peut manger une autre patiente, évidemment, hein. Ça fait un bon parallèle avec ton approche. Tu as dit tout à l'heure que tu aimais plutôt l'approche tissulaire, Ouais. et que c'était un peu ton dada. Est-ce que parfois tu t'es pas retrouvé, je rentre un peu dans une généralité, mais en opposition avec des attentes de sportifs qui sont souvent un peu biomécanistes, tu vois? Ouais, Et mais j'adore. comment Parce que, tu joues avec ça ou ouais. comment tu gères ça? Bah, en fait, il y a deux choses que j'aime bien par rapport à ça. C'est déjà les convaincre un peu. C'est comme avoir un patient qui arrive au cabinet et qui dit on m'a dit de venir, mais j'avais pas trop envie. Bon. Mm. Ou avoir un médecin en cabinet qui vient, qui est sceptique et tout. J'adore ça, hein. Parce que du coup, faut les convaincre par les mots, mais aussi par leur corps. Mm. Et du coup, tu leur fais sentir des choses. Tu leur fais sentir, voyez, là, c'est bloqué, on va faire ça comme ça, tac, tac. Et après, hop, ça bouge. Ah, mais ça n'a pas craqué? Ben non, il n'y a pas forcément besoin que ça craque. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas besoin que ça craque. Mais donc, des fois, il peut y avoir besoin. Ça fait partie de techniques comme d'autres. Mais bon, les techniques qui font craquer, c'est très peu par rapport à tout ce qu'on peut faire en ostéopathie, quoi. Mhm. Donc, du coup, on débat un peu de cette pertinence. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Oui, non, hein, ok. Et donc, du coup, certains sportifs, peut-être, ça va pas leur suffire et je les reverrai plus. Mhm. Bah, pas de problème. Après, derrière, s'il y a du résultat, et ben, même si ceux qui étaient pas convaincus, ben, ça, c'est le deuxième truc, c'est le résultat, et ben, ils vont revenir. Ils vont dire, bon, ok. Mais en même temps, je vais mieux. Donc, voilà. Donc, il y a le discours et puis il y a le résultat. Mais le résultat, évidemment, c'est la priorité, hein. S'il n'a pas adhéré au discours et qu'il est derrière, il va mieux, Mhm. limite. Est-ce que tu aurais osé faire ça dès le début de ta pratique ou tu sens que tu as d'autres bagages qui te permettent de challenger les croyances, d'avoir peut-être plus de résultats, tu vois? Non, j'ai osé faire ça dès le début de ma pratique, tout simplement parce que c'était aussi mon enseignement de base en école. Ok. Donc, ça m'a aidé. Le collège ostéopathique européen formait très bien en. Je dis formait, je ne sais pas si c'est encore le cas ou pas. C'est pour ça. Parce que ça change beaucoup les écoles. Elle formait super bien, en tout cas à l'époque, en tissulaire et à donner une main. Ou quand je voyais par rapport aux autres ostéos qui sortaient d'autres écoles, qui eux étaient bien meilleurs que moi pour faire des techniques structurelles, des trusts et tout. Par contre, en termes de sensibilité, ils étaient moins bien. Donc, du coup, il y a des avantages et des inconvénients. Mais du coup, ça m'a aidé pour assumer bien plus facilement, en tout cas, cette approche-là dès le début. Pour l'assumer, plutôt. La Ben oui, formation t'a aidé entre guillemets, à avoir de l'aplomb, bah, quoi. à utiliser directement ça plus facilement, puisque de toute façon, c'était ce que je savais faire Ouais, le mieux. c'était tes armes, ouais. Ouais, je savais mieux faire ça que de faire craquer. Alors, bon, voilà, tout simplement. Du coup, je faisais ce que je savais faire, hein. Ouais, carrément, c'est bien assumé. Est-ce que, est-ce que au contraire, tu as eu des écueils du fait de cette pratique ou tu as rencontré des écueils ou des freins, notamment dans le sport? Euh, Tu veux dire en termes de prise en charge de patients ou par Ouais, rapport à. ou par rapport à un staff ou des protocoles tu vois, est-ce que c'est Ouais, toujours, ben, est-ce que ça marche moi, ce qui toujours? m'a fait, ouais, ce qui m'a fait arrêter le sport, on va dire, en structure, c'est que j'étais à un moment, j'ai eu une petite expérience au club de hand de Célestat, donc qui était en première division à l'époque. Et, euh, et bah, ça s'était pas bien passé justement avec l'entraîneur, c'est ce que je disais tout à l'heure, où j'avais fait une séance à un de ses joueurs et j'avais dit, bah, là, ce serait bien qu'il se pose un peu qu'il récupère un petit peu avant de reprendre l'entraînement. Et puis, il n'est pas apprécié. Ok. Il n'est pas apprécié parce que, attends, c'est un joueur, moi je dois le faire jouer. Et j'avais dit, bon, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste c'est une suggestion par rapport à ce qui s'est passé. Et je vous explique, voilà, la séance, si vous voulez, comme ça, on peut en discuter. Il était braqué assez. Bon, après, ça dépend aussi, ça aussi, c'est délicat, c'est qu'il y a des périodes où, selon les résultats aussi des clubs, Hmm. par exemple, hein, je dis pour un club de sport collectif, mais pareil pour un individuel, selon les résultats, ils vont être plus ou moins sensibles.
et plus ou moins au taquet. Et donc, du coup, ça, je l'ai pas. Mais ça, c'est aussi un manque d'expérience de ma part à l'époque. Hein. Je l'ai pas bien géré, quoi. Je l'ai pas bien fait. Je me connais là-dessus. J'ai peut-être pas assez respecté ma place. C'est possible aussi. Bon, pourtant, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir été hyper, d'avoir donné d'ordre ou quoi que ce soit. Mais bon, on sait jamais. C'est difficile des fois avec certaines personnes faut d'abord bien discuter avec pour la communication, pour après savoir comment communiquer, quoi. Et pas, ouais, pas évident. C'est pas toujours évident dans les staffs. Donc Ouais. ça m'avait quand même bien refroidi. Alors que avec les amateurs qui sont au niveau quand même, hein, et ben, il y a comme une implication un peu plus présente de la part des sportifs, je trouve, parfois, souvent. Mais après, ça reste une généralité, hein, et tout le monde est différent. Oui, et puis il y a peut-être moins cette notion de pression et de rendement aussi que dans le… Ouais, voilà, tu as moins de pression, mais il peut y en avoir quand même, hein, faut pas croire, hein, parce qu'ils sont c'est pas parce qu'ils sont amateurs qu'ils ont pas envie de gagner. Non, non, mais je parlais de rendement en termes économiques, quoi. Temps Ah de oui, minutes égale ah temps oui, de points égale temps d'euros possible. Et… exactement. C'est ça que tu Ouais, voulais dire tout à l'heure, je crois. ouais, Hein. c'est ça. Oui, 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 ouais, tout à fait. Ouais. Il y a Corentin qui demande si tu utilises le crochetage et si tu le conseilles et si tu as un avis là-dessus. Le crochetage avec les petits crochets qu'utilisent les kinés, avec l'outil. Non précisé. Ou, Peut-être que tu ou peux à la main. transposer à… Bah ouais, il y a plein de crocetages différents. Alors oui, il y a les kinés, ils utilisent parfois. Pour moi, ça c'est plus de la kiné. Je suis ostéo, donc je vais utiliser plutôt mes mains. Donc j'utilise. Ça m'est arrivé à un moment, justement, quand je disais que mon parcours, des fois, je suis parti à droite à gauche. Il y a un moment où j'ai utilisé un petit peu le crochetage, mais du coup, j'utilisais des trucs un peu plus artisanaux, genre un cintre que j'avais, parce que c'est en forme de crochet, hein, un cintre, mais du coup que j'avais bricolé pour que ce soit pas aussi invasif qu'un vrai cintre, genre métal, évidemment, et pour pouvoir aller crocheter un peu. Donc, on va dire que moi je trouve que finalement en ostéopathie, on peut avoir beaucoup plus efficace que le crochet avec notre approche, genre les fascias par exemple. Euh, mais euh, Mais sinon, les kinés, si les kinés font des crochetages, c'est très bien. Ça peut être c'est comme un autre, mais pour moi, c'est plus de la kiné parce que du coup, ça va être vraiment du musculaire. Comment tu… Musculaire, c'est qu'un élément parmi beaucoup dans les prises en charge des patients. Hein. Ouais. C'est c'est souvent ce qui s'exprime, mais c'est rarement l'origine des problèmes, sauf sur la Justement, trauma. justement c'est intéressant. Comment tu pratiques justement le côté fascia, tissulaire? Qu'est-ce que tu mesures? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je connais pas trop ces approches-là. Comment tu… Je pense Je que mesure ça… pas. C'est tout l'intérêt du tissulaire. Alors, qu'est-ce C'est que qu'il tu y a pas. ressens et comment tu Ouais. guides ton traitement, ta pratique? Qu'est-ce que tu fais? Euh, Qu'est-ce que je fais? Bah, tu sens. C'est tout bête, mais finalement, voilà, tu Tu vois, sens, tu es dans le si tu devais ressenti. un peu modéliser le truc, tu vois, aux personnes qui vont Ouais. écouter, quel est Bah, le… il y a les grands éléments qu'on va trouver dans toutes ces approches tissulaires qui vont être la présence, euh, la patience et derrière la puissance, on va dire. C'est un peu les 3 P que j'explique aussi aux sages-femmes. Mhm. C'est ben, faut que tu sois dans le neutre, donc c'est comme en biodynamique, etc. Ça, c'est hyper important. Et que tu sois prêt à recevoir une information et prêt à laisser guider le corps dans son traitement. Toi, tu n'es qu'un guide, en fait, finalement. Hmm. Et tu n'as pas un mode d'action énorme dans ce sens-là. C'est le corps qui va faire beaucoup. Hmm. Donc, donc voilà, c'est assez complexe, hein, je peux dire ça comme ça, là, juste, ça prend du C'est pas temps grave, pour on faire n'attend pas, je pense, un cours. Mais tout ce qui est formation en biodynamique, etc. Là-dessus, ça apporte beaucoup pour comprendre cette approche. C'est très sensitif, en fait. Faut du lâcher prise, faut justement déconnecter. Il y a plusieurs approches. Hein. Il y a un moment où tu lâches prise complètement pour être vraiment dans le ressenti. Et puis, il y a d'autres moments où tu vas être dans la réflexion, dans la compréhension dans l'analyse, etc., pour mieux cerner peut-être quelque chose de plus
plus pas pragmatique, mais plus technique, quoi. Mhm. Il faut de tout. Il faut de tout. Donc, ça te demande une sorte de zoom on, zoom off, de changement de perspective Ouais. dans la consultation, ouais. Ah ouais, complètement. Ah ouais, carrément. Sur une anamnèse, là où tu vas déterminer les red flags, etc., Mhm. bah, là, t'es plus dans l'analyse, c'est clair. Il y a un temps pour tout un peu. Et tu es dans l'analyse et tu cernes, ok, est-ce que ce patient il est pour moi ou est-ce qu'il faut qu'il aille se faire opérer sur les urgences, je sais pas quoi. Bon, bah oui, évidemment, là, cette partie-là, elle est indispensable. Et c'est d'ailleurs un point positif à avoir dans certaines formations de ce sport type DU et tout. Mhm. C'est dans certains rappels de ces red flags. Ça, c'est pas mal. Et puis après, derrière, il y a un temps aussi pour le traitement. Ou dans le traitement, il peut être bon de vraiment déconnecter de tout ça. Est-ce que ça te demande un travail sur toi ou est-ce que ça te Ouais. l'a demandé? Oui, ça me le demande, ça me le demandera, je pense, toujours. Mais c'est assez facile, assez simple. Après, plus tu le fais, plus c'est facile. Ok. La mise au neutre, par exemple. Moi, j'utilise pour expliquer ça aux sages-femmes, je leur fais trouver en fait leur sens un peu de prédilection, comme si on avait une préférence motrice, mais avec les sens. Ouais. Et donc, il y en a qui vont être plus sensibles à l'odorat, d'autres à l'ouïe, à la vue, etc. Et donc, du coup, bah, je fais sortir les sages-femmes de la salle et je dis, voilà, vous regardez bien votre environnement, vous le ressentez, voilà, votre ressenti par rapport au sol, donc le toucher, etc. Et puis, en fait, chacun va avoir un sens un peu plus développé. Ça va lui permettre de pouvoir s'y référer pour trouver son neutre plus facilement. En gros, si tu arrives à savoir où est-ce que tu es par rapport à ton environnement, tu arriveras mieux à savoir où est-ce que tu es par rapport au patient. Ok. Et à te fondre dans ton environnement, en fait. Ok. Parce que le patient, lui, il est influencé par son environnement. Il est l'expression aussi de son. Il est une réaction à son environnement. Donc toi, à partir du moment où il va être en consultation avec toi, eh ben, tu vas devenir aussi son environnement. Donc il faut que tu sois fondu dans cet environnement, quoi. C'est hyper Et hypnotique ce que moi, tu dans dis. ton cabinet, c'est le cas. Hmm. Je dis c'est très hypnotique parce qu'en hypnose, il y a ce qu'on appelle le système VACOG. Je ne sais pas si tu connais, c'est le système visuel, justement auditif, kinesthésique, Oui, olfactif, tout à fait, gustatif. avec des Et références. on s'en sert justement pour essayer de Exactement. placer les sujets en transe, en fait, hypnotique, et pour repérer quels sont. Donc c'est hyper hypnotique. Je ne sais pas si tu Ouais, non, mais si, tout à fait, formé ou. mais c'est vrai. Mais je connais, ouais. Et oui, effectivement, si quelqu'un, quand tu lui poses une question, va lever les yeux au ciel, par exemple, pour répondre directement à ta question, tu peux déjà savoir s'il est plus auditif ou sur la réflexion, etc. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Après, là, c'est pour trouver son. Mais c'est complètement cohérent, hein, d'ailleurs. J'avais pas réalisé à ce point-là, mais à partir du moment où pour trouver ton neutre, tu dois te mettre dans une, pas une transe, mais on va dire dans un lâcher prise vraiment important. Pour l'hypnose, c'est la même chose. Tu dois être dans un lâcher prise pour pouvoir partir en transe hypnotique. Donc, ouais, Être ça se ici tient. et ailleurs. Ouais. C'est marrant, Mm. il y a des ponts en fait. C'est Il y rigolo. a des tas partout, c'est extraordinaire. C'est chouette parce que je pense que finalement, il y a aussi des personnes qui vont réussir à trouver des clés de compréhension dans voilà, comment je peux faire pour être encore plus efficient en pratique Mm. et qu'est-ce que je peux faire moi-même et qu'est-ce que je peux proposer aux patients. Donc, c'est cool. Est-ce que tu as d'autres billes comme ça à donner? Non, mais pour moi, parce que d'étudiants, ils demandent, mais comment trouver le neutre? Parce qu'effectivement, on dit, ah, vous trouvez votre neutre. Hein, hein. Mais je pense que ça, c'est vraiment un bon moyen. Ça, c'est Ok. vraiment un super moyen. De cerner tous les sens, de se concentrer sur tous les sens pour vraiment cerner dans l'environnement où est-ce qu'on est. Il y a une voiture qui passe, il y a des oiseaux, il y a machin. En auditif, déjà, tu as énormément de choses. Et où que tu habites, hein, que tu habites à la campagne, que tu habites à la ville, voilà, tu as, des mouvements partout, tu as de l'énergie de partout qui circule. Et le mouvement, c'est de l'énergie. Hein. Quand on dit énergie, souvent, ça fait un peu mystique, mais le mouvement, c'est de l'énergie. Hein. C'est basique, hein, c'est de la physique.
Et donc, tout ça, c'est des mouvements partout, de l'énergie. Et le mouvement, c'est ce qui nous intéresse le plus en ostéopathie. C'est la vie. Et donc du coup, tout cet environnement qui est bourré de vide partout, toi, ça te permet de savoir où est-ce que tu es là-dedans. Hyper Et ton intéressant. neutre, c'est ça, c'est à quel point tu fais partie de cet environnement. Est-ce que tu ne crois pas que les athlètes ont cette capacité, notamment à très haut niveau, d'accepter l'entourage et d'être ici et ailleurs pour réaliser une perf? Ah ouais, si, c'est sûr. C'est sûr. Il y en a qui sont particulièrement doués là-dedans. Après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, hein. Il y a aussi à chaque fois leur histoire personnelle, leur volonté, leur détermination et tout. Mais il y a un moment ou un autre où ils sont dans leur sport et effectivement, qu'il y ait 10 000 personnes autour ou 20, des fois, ça peut rien changer. Ouais. Donc, Je reviens alors sur la question de Léonie initialement qui disait quel est le contenu de ta formation sur le trail? alors, la formation sur le trail. Le contenu, vous pouvez trouver le programme. Ou l'objectif alors. Ouais, C'était pas prévu, Léonie, mais bon, comme tu poses la question, on va. Ouais, on s'était On va le dit faire. de ne pas en faire, on va pas faire de cette interview une promo, À quoi elle mais bon, sert alors? ça fait Plutôt. partie de moi aussi. L'objectif, ça va être de comprendre le trailer, pour pouvoir mieux y caser notre ostéopathie, quoi. Son ostéopathie respective. Chacun, comme je disais tout à l'heure, chacun sa manière de pratiquer. Donc voilà, ça va être surtout ça. Comprendre tous les ponts, tous les liens qu'il peut y avoir entre l'ostéopathie et le trail. Et pour ça, il faut comprendre le trail. Et comprendre le trail, c'est pas juste courir. C'est plus que ça encore. Et donc on va faire tout ça. Ce que justement, moi, j'ai pas trouvé forcément dans les formations d'ostéo du sport que je faisais, c'était cette approche-là. Et je me disais, mais il faut faire autrement, quoi. Et après, quand je t'en ai parlé à toi, tu as été bien réceptif à ça. Et tu m'as dit, mais effectivement, je pense que les gens pourraient bien être intéressés par cette approche-là. Et puis c'était parti. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, toi, tu es plus orienté EBM, enfin, tu es plutôt. T'aimes bien tout ce monde-là. Sur la notion de douleur, etc., c'est des sujets qui t'intéressent beaucoup. Hein, tu confirmes? Je confirme. Voilà, Ouais. les neurosciences et tout ça. Et moi, c'est beaucoup moins mon truc. Toi, tu cours. Moi, je suis pas un grand coureur. Je préfère les sports collectifs, etc. Enfin, voilà, ça, c'est très personnel. Donc, il y avait plein de choses qui faisaient que plein de différences. Ouais. Qui faisaient que c'était super intéressant qu'on fasse ça ensemble. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on va être tous les deux. Donc, c'est important pour la formation, pour expliquer la formation aussi ça, parce que c'est quand même une approche particulière. Et du coup, une ouverture aussi particulière, parce que c'est pas un truc cadré. C'est comme ça qu'il faut faire, et voilà. On va avoir aussi dans la formation la vidéo, l'analyse vidéo. Tout ça, ça va nous aider à comprendre vraiment mieux le sport, quoi. Et avec l'outil de pouvoir refaire chez vous les analyses vidéo, etc. et l'exploiter si vous avez envie. C'est intéressant. Donc de la compréhension du sport en question, comme tu disais. Ouais. Et du coup, pour pouvoir derrière, après, intégrer l'ostéopathie dedans, quoi. Et le pont, il passe par la compréhension du sport. Ouais. Et qu'est-ce que tu as compris, toi, si on devait pas conclure, mais tu vois, faire une sorte de bilan de ton évolution? Qu'est-ce que tu as compris qu'il était pertinent de faire dans la prise en charge des sportifs, au-delà de la compréhension? Comment les choses ont évolué dans ta tête depuis le début de ce que tu voyais de l'ostéopathie dans le sport et de la manière dont tu la vois aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un gap? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Au début, quand je me suis mis à suivre les sportifs, moi, mon trip, c'était ouais, je vais être l'ostéo du PSG, c'était des paillettes. Voilà. Et puis genre ouais, je vais faire des trucs extraordinaires
et puis, je vais être reconnu pour ça. Enfin, moi, en fait, la reconnaissance, tout ça, c'est du bidon. Faut pas s'attendre à ça. C'est la reconnaissance. Il y a un moment, j'en ai parlé aussi. À un moment, la reconnaissance, c'est ton patient qui est content, et puis c'est tout. Ça, avec ça, ou tu as fait une bonne séance. Tu sais que tu as cartonné, le patient il vient de partir, et tu fais ah yes, là je suis bon, là, ça fait plaisir. Et voilà, là tu l'as tout seul, ta reconnaissance dans ton cabinet. C'est ça qui est bien. Ou comme je disais, un problème d'allaitement, parce que pour moi ça c'est des trucs super importants, la périnate comme je disais. Donc voilà, tu as sauvé un allaitement. Pour moi, sauver un allaitement, je préfère ça encore à aider un sportif à gagner une compète, parce que finalement, toi, t'es pas grand-chose par rapport au sportif, par rapport à sa réussite. Tu vas l'aider, oui, tu vas aider par rapport à sa santé, etc., etc. Mais ouais, il faut se remettre à sa place par Tu rapport au début, ce tu que crois qu'on devrait j'imaginais. rester un peu en second plan? Plus ou moins, ça dépend de ça dépend de sa demande. Mais même si ça demande, même si toi, ce que tu vas faire, c'est essentiel pour qu'il aille mieux, c'est pas toi qui fait qu'il est champion, hein. C'est lui le champion, tu vois. Toi, tu l'as aidé, tu l'as peut-être sauvé une situation qui va lui permettre d'être champion, mais au final, c'est lui qui court, c'est quand même lui, par exemple. C'est pas toi. Donc, du coup, ça fait toujours super plaisir, parce que avoir un patient qui gagne une compétition, bah, tu as l'impression d'avoir un petit peu participé, et c'est le cas. Mais comme s'il n'y a pas de reconnaissance et tout, bah, ça te remet un peu à ta place. Et puis finalement, bah, c'est bien, c'est comme ça. Lui, il sait. Il t'a presque jamais cité ou quoi que ce soit. Mais lui, il sait aussi qu'à un moment ou à un autre, parce qu'il est venu chez toi, il a été mieux derrière. Et puis son corps, il le sait aussi. Et puis c'est comme ça. Et l'univers, il le sait. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es plus modeste alors qu'au début? Ah ouais, bah, ouais, j'étais modeste au début aussi, je dirais quand même. Je dis Mais pas c'est que tu juste n'étais que pas modeste. j'avais des idées Ouais. justement que ce serait différent. Et donc, et puis, ouais, c'est bien comme ça. Ouais, peut-être je suis plus modeste, je sais pas. Mais bon, après, je dis pas que ce que je fais, ça sert à rien. Non, non, pas du tout, mais on sent bien que tu te places plus en soutien et en pilier qu'en opérateur, Oui, quoi. ouais, on est des soutiens. À partir du moment où on rétablit la santé, on aide aussi à la performance, etc. Mais c'est des aides. Mais c'est pareil que dans l'approche ostéopathique, en fait. À partir du moment où ton patient il vient, c'est son corps qui va faire le gros du travail, hein. C'est pas toi, hein. Toi, tu vas juste guider son corps et libérer des choses qui ont besoin d'être libérées peut-être, mais derrière, c'est le corps qui fait le travail. C'est le corps qui va se rééquilibrer, c'est le corps qui va faire qu'il ira mieux, hein. Donc, cette humilité, on va dire, elle est dans la pratique même. Elle fait partie de l'ostéopathie, je dirais. Elle est conceptuelle, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est Ouais. conceptuelle, du coup, tu la trouves à tous les niveaux. Ok, parfait, c'est bien, ça ferait limite une belle conclusion. On arrive à 1 heure là Ouais, d'entretien. ok. Je ne Très sais pas bien. si vous avez des remarques ou des questions. J'ai posé la question sur le forum, là, mais a priori, tu dois être très clair puisqu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas une masse de questions. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter ou un commentaire ou... Ouais, c'est comme je te disais, avant qu'on commence la vidéo, j'ai des tas de trucs à dire, et puis au moment où il y a la vidéo, j'ai plus grand chose à dire. Après, non, après, s'il y a des gens qui ont des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter, comme beaucoup l'ont déjà vu, il n'y a aucun problème pour discuter. C'est avec plaisir. S'il y en a qui veulent voir comment je travaille et tout aussi, il n'y a pas de souci. Ils sont les bienvenus. Je les accueille volontiers. Voilà, rien de bien spécial. Je vais continuer à faire mes petites interviews aussi de temps en temps, parce qu'il y a encore plein de monde et plein de monde à découvrir. N'hésitez pas à regarder et à vous abonner sur la chaîne YouTube. Ouais, c'est important que tu le dises. Non, mais tu fais bien de le dire parce que parfois sur le groupe, ça passe un Ouais, peu à l'as avec toutes les ouais. publications. Si tu veux en dire un mot, sincèrement, je pense que c'est le moment sans faire Ouais, de non, pub parce que on sait que tu vas pas changer ta Ferrari que tu as déjà acquis
par laveur avec ça. Mais vas-y, Non, dis-en un non, mot si non. tu veux. Ouais, en fait, l'abonnement YouTube et machin et toutes les visions qui sont faites sur la chaîne YouTube, si à un moment ou un autre, il est possible qu'on arrive à gagner des sous avec ça, ça va être misérable. Et le seul objectif de ça, ce serait, j'envisage, de prendre Zoom payant, tout simplement, pour plus avoir les trucs qui coupent, pour plus avoir de limites par rapport au Zoom. C'est tout, en fait. Mm. Parce que sinon, c'est. Mais donc, je sais même pas si c'est réalisable hein, avec les vidéos comme ça. Mais bon, on sait jamais. Donc, en Si à un résumé, moment. il y a abonnement YouTube, euh, partage des vidéos peut-être éventuellement Oui, ah oui, sur le oui, net tiens, pour pourquoi pas, pour ouais. ceux que ça Pourquoi intéresse. pas? Ouais, ouais, c'est vrai, parce que c'est YouTube, donc n'importe qui peut aller voir, c'est public. Et on retient qu'il y a d'autres interventions prévues sur Zoom que tu feras. C'est ça? Bah voilà. Donc je suis en contact avec certaines personnes, euh, plein de gens différents, plein de mondes différents, et c'est voilà pour s'ouvrir un petit peu à plein d'approches. Donc voilà, on Chouette. verra bien ce que ça donne. Mais du coup, ça va être beaucoup plus rare, beaucoup moins fréquent que pendant le confinement, évidemment. Bien sûr. Ouais. Ok. Bon, bah chouette. Merci Fabien. Bah merci à toi, Mathieu. C'était une bonne entrevue et je pense qu'il y a plein de gens qui seront contents de la revisionner. Et puis c'est bien d'avoir ton point de vue, quoi. On le voit tout le temps en Laurent Delahousse, comme je disais, mais c'est sympa d'avoir d'avoir ton opinion sur les sujets. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci. Passez une bonne fin de journée. Ouais, salut. Allez, salut.